Bienvenue dans le podcast Une brique après l'autre, le premier podcast qui vous fait découvrir les coulisses de l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Elodie Sorgelos, je suis investisseuse, coach immobilier certifiée et fondatrice de Real Estate in Belgium. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous permettre à votre tour de devenir un investisseur immobilier rentable et surtout de générer du cash flow positif chaque mois. Si votre but est de mettre l'immobilier au service de votre vie, abonnez-vous directement pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et qui pose question à beaucoup d'entre vous, la réalité du marché de la rénovation et l'importance de faire appel à un bon architecte dans le cadre de certains projets. Pour ce faire, j'ai avec moi un invité particulier qui est déjà venu sur le podcast et que vous connaissez, qui est Serge Gosset, architecte, certificateur PEB et fondateur du bureau COPEB. Serge, merci d'être avec nous une fois de plus aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, peux-tu te présenter en quelques mots et nous parler justement de ta société, qu'est-ce qu'elle fait, de quoi elle s'occupe, quelles sont tes différentes casquettes, et puis on rentrera dans le vif du sujet. Bonjour Elodie, voilà, je me présente, Serge Gosset, je suis architecte de formation et en 2012 j'ai créé une société qui offre différents services dans l'immobilier qui sont la coordination sécurité santé, la PEB sous deux aspects, la PEB pour les travaux PEB lorsque tu réalises des travaux et la certification PEB. La société s'appelle COPEB, est basée à Woluwe Saint-Pierre, mais nous travaillons sur l'entièreté de la Belgique, tant sur les 3 régions en fait. Top, merci Serge. Alors, directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans quel cas, justement, il est important de faire appel à un architecte dans le cas d'une rénovation? Par exemple, on a parfois des personnes en accompagnement qui nous demandent si c'est intéressant, / utile, de faire appel à un architecte quand on fait, par exemple, des rafraîchissements. Quel est ton point de vue là-dessus? Et à quel moment, justement, le rôle d'un architecte est, je dirais, crucial pour un bon déroulement d'une bonne rénovation? Je te répondrai en disant que chacun a un peu sa sensibilité. Certains estimeront qu'ils ont absolument besoin d'un architecte pour faire le suivi des travaux, ou en tout cas planifier les travaux à l'avance. D'autres te diront qu'ils savent très bien se débrouiller tout seuls. En tout cas, l'intervention d'un architecte est obligatoire à partir du moment où tu fais des travaux soumis à permis d'urbanisme. Là, son intervention est obligatoire, tant en phase projet qu'en phase chantier, grand minimum jusqu'au gros œuvre ouvert. Je compléterai ma réponse en te disant simplement que pour l'instant, je fais le suivi d'un chantier qui est un simple rafraîchissement d'appartement. Donc ce sont juste des travaux intérieurs, c'est un rafraîchissement, mais la personne voulait y mettre une petite touche d'architecte. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai limité ma mission au maximum en ne faisant que des plans bien détaillés, bien annotés, dans lesquels j'ai calculé les quantités, ce qui a permis à l'entrepreneur de remettre un prix sur base des quantités qui étaient calculées. Et l'avantage de faire comme ça, c'est que tu peux demander prix à différentes entreprises et elles remettront prix sur la même base toutes, et ça permet de bien comparer par après les différents devis que tu obtiens. Ok, top, merci pour ta réponse. Effectivement, tu nous mets bien en avant le fait que ça va dépendre de chacun. C'est vrai que c'est aussi, vous, si vous ne sentez pas capable, entre guillemets, de gérer un chantier, peu importe le degré de rénovation, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Au moins, ça va certes vous coûter un peu d'argent, mais vous serez sécurisé aussi. C'est une charge mentale aussi qui va être enlevée. Donc voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais juste d'adapter tout ça par rapport à vos objectifs et surtout à vous. Le but, c'est que bien évidemment, même dans l'immobilier, vous puissiez bien dormir la nuit et que ça ne soit pas une source de tracas supplémentaire. Est-ce que tu peux ensuite nous partager quelques clés qui peuvent être utiles pour pouvoir suivre efficacement son chantier, que ce soit pour un particulier qui le suivrait ou même toi dans le cadre de tes missions? Quelles sont les bonnes pratiques que tu utilises justement pour t'assurer que le suivi de chantier se passe bien, que le chantier en fait de manière générale se passe comme c'est prévu de base dans les différents plans? Mais justement, tu viens de le dire toi-même, comme tout ce qui est prévu de base. C'est pour ça que j'insiste énormément sur le fait qu'une bonne planification et de bien tout programmer à l'avance, que ce soit les quantités, le choix des matériaux, que tout soit bien planifié bien à l'avance. Un exemple tout bête, au niveau des faïences ou des carrelages, ou même des revêtements de sol, ou des revêtements de mur, de manière beaucoup plus large, un entrepreneur, quand il remet prix, il te remet un prix sur base d'une certaine quantité, mais le matériel peut varier. Lui, il remet prix sur base, par exemple, d'un carrelage à 25 ou 40 euros hors TVA le mètre carré. Mais toi, quand tu iras faire ton choix de carrelage, tu peux très bien flasher sur un carrelage à 80 euros le mètre carré. Ça va forcément provoquer un supplément dans les honoraires. Donc, il vaut mieux faire tous ces choix-là bien en amont, avant le démarrage de chantier, pour que l'entrepreneur puisse, dès le démarrage, savoir exactement ce qu'il a à faire, tout soit bien planifié et qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise au cours de chantier. Bon, sauf bien sûr tout ce qui est
pas vice, mais tout ce qui est élément caché. On a toujours des surprises quand on fait une rénovation. Mais planifier un maximum correctement en amont, c'est essentiel pour avoir un chantier qui se déroule sans aucun souci. Généralement, quand tu fais appel à un architecte, il va directement planifier une réunion sur place par semaine pour bien voir un peu l'évolution du chantier. Mais maintenant, chaque chantier est un peu différent et je pense que si on décide de faire un suivi de chantier soi-même, il faut voir un peu en fonction de l'évolution du chantier. Donc, avoir un contact régulier avec l'entrepreneur et qui vous tienne au courant de l'évolution du chantier, qui n'essaie pas d'avancer trop vite ou de terminer des travaux trop vite. Il est toujours très essentiel de voir que toutes les tuyauteries, tous les égoutages, tout ça soit visible avant qu'il referme derrière son travail pour pouvoir vérifier que ce qu'il a fait a été correctement exécuté. Donc l'important, c'est d'avoir une collaboration très ouverte et directe avec l'entrepreneur, avec les différentes entreprises qui font les travaux. Mais surtout, c'est ne pas hésiter, même si ça coûte un peu de temps, mais passer tous les jours, ne fût-ce que 10 minutes, faire un petit coucou, s'assurer que tout se passe bien, que l'entrepreneur n'a pas de questions, qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est toujours bien. Mais le minimum, je dirais que c'est au moins une fois par semaine de passer sur chantier, de faire une réunion pour répondre aux différentes questions et planifier le travail qui sera fait durant la semaine suivante. Yes, et on ne le dira jamais trop, c'est très très important d'être assidu justement, surtout si on fait son suivi de chantier soi-même. Même si on s'y connaît pas vraiment, rien que le fait d'avoir la présence, de montrer qu'on est là, etc., ça met aussi une certaine pression à l'entrepreneur. Il sait qu'il y a quelqu'un derrière qui vérifie et donc il va moins se permettre de faire certaines choses qu'il pourrait faire s'il serait par exemple plus laxiste. Maintenant, voilà, tu l'as mentionné tout à l'heure, à partir du moment où on n'a pas envie de s'en occuper, où on n'a pas de temps, ou pas les connaissances, on peut déléguer cette prestation-là aussi, et donc ça permet d'avoir une plus grande tranquillité d'esprit, quoi. Un petit conseil tout simple quand vous faites le suivi du chantier vous-même, c'est ne jamais craquer sous l'éventuelle pression qu'un entrepreneur pourrait vous mettre en disant il faut se décider rapidement, et je dois aller acheter le matériel, je dois faire les gens. Non, il faut jamais se précipiter dans les choix que l'on fait. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas pu planifier à l'avance, il vaut mieux prendre un peu de recul, analyser la situation et prendre une décision à tête reposée. En tout cas, ne jamais prendre de décision à chaud sur un chantier directement. Top, merci pour cette petite précision qui est vraiment importante. De ton expérience, justement, comment est-ce qu'on peut reconnaître un bon d'un mauvais artisan? À quoi il faut faire attention? Ici, ça nous permet de faire le lien parce qu'effectivement, on peut avoir une certaine pression, on peut parfois être intimidé aussi par les artisans. Comment est-ce que toi, tu présélectionnes les artisans? Comment est-ce que tu valides que ce sont des personnes qui sont compétentes et qui vont du coup faire un bon travail en sachant que bien évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise et le risque zéro n'existe pas. Mais comment est-ce qu'on peut s'en prémunir au maximum? Je dirais qu'il y a différentes clés. Tout d'abord, quand vous recevez les prix de différentes entreprises et que vous décidez d'analyser un peu les différentes offres, j'ai toujours comme réflexe de retirer la plus basse et de retirer la plus haute et de ne prendre en compte que celle qui se trouve entre ces deux offres-là. Parce que généralement, un entrepreneur qui a des prix vraiment cassés trop bas, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il a mal fait son calcul, qu'il se dit par réflexe, comme tout indépendant, si je remets un prix très bas, je sais très bien que le client ne va regarder qu'à ça et il va directement me choisir. Et donc, généralement, il oublie des petites coquilles, ou volontairement ou involontairement, mais qui, tout à coup, vont ressortir durant l'exécution, où il vous dira « Ah, ça, c'était pas compris, c'est un supplément ». Et au final, parfois, faire appel à l'entreprise la moins chère directement peut, au final, avec tous les suppléments qu'ils vont vous réclamer durant le chantier, atterrir à être plus cher que vous aviez écarté. Il faut aussi se méfier des gens qui, comme je vous ai dit avant, qui essaient de vous mettre un peu de pression. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucun empressement. Sauf si vous êtes mis la pression vous-même au départ, mais a priori un chantier doit se faire de manière posée, entre êtres humains, et il est hors de question de mettre la pression à l'un ou à l'autre, que ce soit financière ou pour prendre une décision, quelle qu'elle soit. Donc quelqu'un qui vous pousse ainsi, c'est jamais très bon signe non plus. Quelqu'un qui a un agenda beaucoup trop libre aussi, c'est jamais un très bon signe. C'est généralement bon signe quand l'entrepreneur dit qu'il n'est pas libre avant au moins 2 mois, 2-3 mois. C'est plus ou moins le temps qu'il a pour gérer les différents chantiers qui sont en cours et libérer de la place pour vous. Un entrepreneur qui peut commencer tout de suite, on a tendance parfois à s'en méfier un petit peu parce que ce qui arrive parfois, c'est qu'il commence tout de suite, il travaille 2 jours et puis il s'en va terminer un autre chantier et vous laisse sur le carreau pendant 1 mois ou 2. Donc c'est vraiment essentiel de bien planifier les travaux à l'avance avec l'entrepreneur et surtout le planning de chantier pour s'assurer qu'il sera respecté. Un petit conseil que je donne vraiment quand vous faites des travaux dans la convention que vous réalisez avec l'entrepreneur, c'est de ne pas signer son devis personnel, mais de refaire une petite convention d'entreprise avec lui dans laquelle vous définissez clairement la durée du chantier, à quelle date il commence, et prévoir des amendes de retard par jour de retard.
Sauf bien sûr si c'est force majeure, de la pluie ou alors des surprises qu'il y a eu sur le chantier, mais de convenir réellement d'une durée de chantier ensemble et d'une date butoir à laquelle le chantier doit être terminé et quelques amendes. Généralement, on pense plutôt à 50 € hors TVA ou 90 € hors TVA par jour de retard de chantier. Comme ça met un peu de pression aussi à l'entrepreneur et il doit respecter le planning qu'il a signé avec vous au départ. Yes, et ça me fait rebondir sur la question des acomptes. Qu'est-ce que tu préconises justement comme bon dispatching des acomptes? Parce qu'on voit parfois dans des devis des choses aberrantes où on te demande 50, 60, 70% déjà avant même que le chantier ait commencé. Comment est-ce que toi tu conseilles tes clients par rapport à ça? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'acompte qu'on peut trouver aberrant. Tout dépend du type de travaux qu'il y a à faire. Si vous demandez à l'entrepreneur de rénover une salle de bain ou rénover une pièce où il doit juste faire des revêtements de sol, revêtements de murs et amener du mobilier sanitaire ou autre, il aura forcément besoin d'un acompte très élevé pour pouvoir commander les matériaux à l'avance et les amener sur chantier. Donc là, dans ce cadre-là, c'est normal que l'acompte soit élevé. Mais généralement, pour un chantier de construction de maison ou alors de transformation plus importante, comme on commence de toute façon par les travaux de démolition et que l'entrepreneur ne doit rien amener à part de la main-d'œuvre, on propose un acompte généralement de 10 ou 20%. Ça, c'est plus ou moins la normale. Maintenant, si d'entrée de jeu, l'entrepreneur doit commander plein de matériaux auprès de ses différents fournisseurs, il est normal que l'acompte soit plus élevé. Maintenant, au niveau des différents pourcentages que l'on doit faire au cours de chantier, j'ai parfois certains entrepreneurs qui demandent 50% au début, 50% à la fin. Ça, c'est un petit peu aberrant, sauf pour les tout petits chantiers. Mais c'est vraiment quelque chose d'un peu aberrant. On préconise généralement plutôt, on peut aller 40-50% au début de chantier s'il a beaucoup de matériaux à acheter, mais surtout faire des tranches en fonction de l'évolution du chantier, qui sont généralement des tranches mensuelles ou hebdomadaires en fonction de l'intensité du chantier. Mais ce que je conseille surtout, c'est quand vous signez un contrat avec l'entrepreneur, de prévoir un sauf-conduit, je dirais, de garder 10 ou 5% du montant du devis en garantie à la fin du chantier. C'est-à-dire que l'entrepreneur ne pourra vous facturer que 90 ou 95% de l'entièreté de son devis quand il a terminé les travaux. Et de garder ça, généralement pendant 1 an, c'est le temps de voir s'il y a des défauts dans le bâtiment qui arrivent, s'il y a des problèmes, quoi que ce soit. Et cet argent, vous le gardez en garantie pour s'assurer que l'entrepreneur reviendra terminer correctement ses travaux et vous lâcherez cet argent-là qu'une fois que les travaux sont parfaitement exécutés, maximum 1 an après. Yes, c'est top. Et donc, on pourrait résumer ça au fait de se laisser une tranche spécifique pour être sûr d'avoir une réception de chantier, pas provisoire, mais définitive, justement, de sorte que la personne vienne terminer tout ce qu'elle doit faire et au moins que le particulier, la personne qui rénove, soit certaine que tout soit en ordre. Exactement. Généralement, il y a de toute façon 2 réceptions qui se font sur un chantier. Une réception provisoire qui se fait au moment où les travaux sont considérés comme finis par l'entrepreneur, l'architecte ou le maître de l'ouvrage. Et 1 an après, le temps de découvrir s'il y a des vis qui apparaissent ou s'il y a des soucis, on fait la réception définitive. Et à partir de cette réception définitive, il y a la garantie décennale qui rentre en jeu, où pendant 10 ans, l'entrepreneur doit venir faire des réparations si jamais il y a des soucis du fait de sa mauvaise exécution. Yes, et du coup, ça me fait rebondir sur l'assurance tout risque chantier. Dans quel cas, selon toi, c'est utile de la prendre? Parce qu'on voit parfois des personnes qui souhaitent souscrire à des TRC et au final, c'est pas vraiment nécessaire. Notamment, je pense à des personnes qui veulent faire des petits rafraîchissements. Quand est-ce que toi, tu proposes, tu trouves que c'est important de la prendre, justement? Et est-ce que tu sais expliquer aux personnes ce que c'est concrètement cette assurance? Alors, Elodie, te définir l'assurance tout risque chantier en quelques mots est quasiment impossible parce qu'il y a tellement d'options dans cette assurance tout risque que c'est absolument impossible de la définir en quelques mots. En gros, c'est une assurance qui permet de te protéger en cas de problème dû à l'entrepreneur pendant l'exécution du chantier. C'est-à-dire que si l'entrepreneur vient casser un mur dans un appartement, un mur porteur, et que ça provoque une fissure au niveau de l'appartement au-dessus, c'est l'assurance qui va prendre ça en compte. Donc c'est une assurance qui va te protéger aussi contre tout ce qui est catastrophe naturelle, vol, vandalisme, comme je disais, des problèmes de stabilité. Donc c'est une assurance, je te dirais que je la conseille surtout aux personnes qui font des travaux, comme on dit, de grosses œuvres, ou des travaux liés à la stabilité. Si tu viens faire un petit rafraîchissement dans un appartement, ça vaut pas tellement la peine de le prendre. Pour pallier à ce problème-là, si tu as peur lorsque tu rénoves un petit appartement et que tu ne prends pas d'assurance tout risque chantier, tu fais simplement un petit état des lieux, juste avant le début des chantiers. C'est-à-dire que tu vas voir tous les voisins contigus à l'appartement ou à la maison ou quoi que ce soit, et tu fais appel à un expert extérieur, ou tu peux le faire toi-même. Tu prends quelques photos du bien, tu fais un petit descriptif, et tu fais signer ça par les parties, ou tu le renvoies simplement par courrier recommandé. L'important, c'est que on constate que les biens contigus à celui que tu rénoves soient dans le même état avant qu'après rénovation.
Yes, et à cet effet, j'aimerais expliquer donc une petite anecdote qui m'est arrivée lorsque j'ai rénové mon appartement. J'avais pas pris de TRC, j'avais pas fait d'état des lieux des voisins ou autres. Et à un moment, on a cassé donc une cloison qui était dans le salon, qui en fait scindait la cuisine et le salon en deux. Et j'ai reçu plusieurs coups de fil paniqués de la voisine du dessus en disant vite, arrêtez ce que vous faites, tout va s'écrouler chez moi, ma cuisine va tomber en ruine, etc., etc. Et au final, bon, la cuisine est restée en place, il n'y a pas de souci, elle n'a pas bougé, mais il y a eu quelques fissures qui ont été faites dans ces murs. Sauf que, à ce moment-là, on n'a pas su déterminer si les fissures étaient bel et bien dues à nous ou si elles avaient été là. Et j'ai été un petit peu étonnée quand elle m'a sorti un devis, c'était un devis assez aberrant, à 2500 € pour repeindre, réparer les fissures, etc., qui au final ne nécessitait pas du tout ça. Mais au contraire, quand on voyait l'état de son appartement, on comprenait qu'elle avait envie de repeindre tout le salon au massage. Et donc, finalement, on a trouvé un terrain d'entente, l'entrepreneur a fait les petites réparations, etc. Et ça s'est arrêté là et il a pris ça à sa charge. Mais tout ça pour vous dire que ça aurait pu déraper, entre guillemets, ça aurait pu aller plus loin. Et le fait justement de ne pas avoir fait ce petit état des lieux, si ça se trouve, en fait, les fissures, elles étaient déjà là et même l'entrepreneur n'aurait même pas dû intervenir. Donc, n'hésitez pas, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Anticipez, faites-le, au moins vous êtes sûr que s'il y a quoi que ce soit, on ne puisse pas vous la faire à l'envers. Alors cet exemple maintenant peut faire un peu sourire, mais du coup, comme Serge vous le disait, pas besoin pour des petits travaux de ce type ou des rafraîchissements de faire appel, de souscrire à une TRC, un simple état des lieux peut largement faire l'affaire. On va terminer du coup sur une question un peu particulière qui est la réalité du métier d'architecte. J'entends par là que souvent les personnes sont assez étonnées des honoraires que peuvent demander un architecte, voire même des coûts réels lorsqu'il faut introduire des permis, etc. et qu'elles tombent parfois un petit peu de haut. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Comment est-ce que tu expliques aussi à tes clients à quel point le rôle de l'architecte peut être déterminant dans certaines démarches? Comment tu gères un peu toute cette partie-là? Et loin de moi l'idée de faire ma publicité de manière outrageuse, mais j'ai justement l'intention de lancer un nouveau service au sein de la société qui est un accompagnement aux investisseurs immobiliers. C'est-à-dire que j'ai régulièrement des clients des gros investisseurs immobiliers qui achètent des bâtiments ou des appartements ou des choses comme ça, et puis qui s'étonnent d'avoir acheté un bien qui possède des infractions urbanistiques ou qui possède des soucis techniques ou d'autres problèmes comme ça. Et je leur dis sans cesse, mais si vous désirez acheter un bien immobilier, demandez-moi mon avis. Lorsque vous avez vraiment un coup de cœur et vous pensez l'acheter, planifiez une visite complémentaire en ma compagnie. Et moi, je pourrais regarder avec mon regard d'expert, je dirais, si le bien peut présenter des vices cachés ou présente des soucis. Parce que on en rencontre énormément, en tout cas à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre aussi, énormément de biens qui présentent des infractions ou des petits soucis techniques ou qui ont des vices cachés. Yes, merci. Et du coup, c'est vrai que on le répète aussi, quand vous avez un doute, il faut faire appel à des professionnels avant de vous positionner, de faire une offre d'achat, parce que une fois que c'est acheté, c'est trop tard. Donc d'autant plus c'est important de passer avec un professionnel du métier qui s'y connaît. Et justement, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu la réalité du métier d'architecte? Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent, en fait, il y a des personnes qui sont assez étonnées des honoraires que peuvent demander des architectes pour faire des suivis de chantier, pour rentrer des permis, pour faire des changements d'affectation, pour voir même, comme tu le disais ici, donner un avis sur un bâtiment, etc. Comment est-ce que toi, tu gères ça avec tes clients? Comment est-ce que tu l'expliques? Et je pense que ton exemple parle déjà un petit peu de lui-même par rapport à ce que tu nous as dit. Les coûts peuvent être très facilement absorbés si on se rend compte qu'en fait, on allait acheter quelque chose qui était en très mauvais état, sur lequel il y avait une infraction urbanistique, etc. et donc faire une mauvaise affaire in fine. Mais comment est-ce que tu réagis justement face à ta propre réalité et justement à tout ce que ça engendre pour toi, les conséquences également qui peuvent arriver chez tes clients? Mais comme on dit, le métier d'architecte fait partie de ces métiers qui sont des professionnels de la construction. Donc l'architecte a vraiment été formé depuis ses études et principalement en pratiquant le métier par après, à appréhender en amont tous les soucis qu'on pourrait avoir en cours d'exécution d'un chantier. Il est aussi à même de bien connaître les réglementations en vigueur et donc de mieux t'aiguiller lorsque tu veux faire des travaux. J'ai déjà rencontré des gens qui achetaient un bien, commençaient des travaux sans faire appel à un architecte, en travaillant directement avec l'entrepreneur, et puis les travaux étaient arrêtés par l'urbanisme qui constatait qu'en fait, il n'y avait pas eu de demande de permis,
que les travaux étaient mal faits, qu'il y avait une plainte du voisin ou des choses comme ça. Donc, si vous avez peur de travailler avec un architecte, vous pouvez travailler étape par étape. C'est-à-dire faire appel à lui déjà pour l'achat du bien, pour qu'il vous conseille simplement pour vous dire si ce bien vaut la peine ou pas. Puis demander simplement à combien reviendraient les travaux que vous désirez faire. Il peut faire une estimation assez rapide. Quand on fait appel à un architecte, il n'est pas essentiel de faire appel à lui de bout en bout. On peut faire appel à lui de manière ponctuelle, que ce soit dans une mission de conseil pour l'achat d'un bien, une mission de conseil pour évaluer plus ou moins quel serait le montant des travaux, une mission de conseil pour voir si effectivement il faut un permis et quel serait le contenu de ce permis. Il peut vous renseigner par rapport aux législations en vigueur, il peut vous aider à vous mettre en contact avec différents professionnels comme des entrepreneurs ou des choses comme ça. Donc je dirais que c'est pas un métier essentiel, mais en tout cas grandement utile dans le milieu de la construction. Pour ce qui est des honoraires, comme la plupart des architectes sont indépendants, chacun fait un peu les tarifs qu'il désire. Maintenant, c'est à vous de voir si le tarif est en adéquation avec son professionnalisme ou pas. Maintenant, je peux vous assurer, pour ma part en tout cas, tant le tarif horaire que le travail que je fournis est toujours réduit à son minimum pour offrir un meilleur ratio honoraire qualité du travail fourni. Donc, mais ça, c'est comme dans tous les métiers, on est tous des êtres humains, certains se pensent supérieurs à d'autres sont honnêtes, certains sont malhonnêtes. On trouve de tout sur le marché, donc il faut pas hésiter non plus si vous hésitez à faire appel à un architecte, de toujours faire une rencontre sur place avec lui, et comme ça vous permet d'évaluer la personne, de savoir s'il va bien vous guider, si le feeling est là, si les choses sont bien. Maintenant, comme je dis, pour les honoraires, il y a eu des barèmes d'honoraires qui ont été fixés par l'ordre des architectes, mais ces barèmes ont été abandonnés et sont juste là pour guide. On peut retrouver ça facilement sur le site de l'ordre des architectes, tous ces barèmes-là. Mais c'est à discuter. Comme je vous dis, on est des êtres humains, on peut discuter ensemble, il y a des solutions, voir si le feeling passe. Donc, à chacun de voir en fonction de sa situation, je dirais. Nickel. Merci Serge pour toutes ces informations que tu nous as transmises durant cet épisode. Nous mettrons également du coup en description du podcast tes coordonnées pour que les auditeurs puissent te contacter s'ils souhaitent faire appel à toi dans le cadre de leur rénovation ou pour une mission quelconque d'architecte en fonction de leurs besoins. Dans le prochain épisode, nous verrons comment dépasser certains blocages que vous pouvez potentiellement avoir et qui vous empêchent de vous lancer dans l'investissement immobilier. Pour ce faire, j'aurai avec moi une invitée spéciale qui vous éclairera à ce sujet, donc soyez au rendez-vous. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.